C'est l'un des plus beaux dépassements que l'on ait dû avoir depuis le départ. Thomas Laurent, la Michael Alchine, sincèrement, il va falloir au plan moral s'en remettre de celui-là. Thomas Bastin. Oui, avec, on passe à Thomas et puis un Lorenz aussi. Lorenz Vanthoor à nos côtés, le pilote Porsche qui vient de sortir de la voiture après un très très long relais, les yeux un peu rougis d'ailleurs Lorenz. Mais quelle bagarre! Quelle bagarre une fois encore, on peut absolument rien lâcher dans cette catégorie, on l'a bien vu. Magnifique bagarre avec la Ferrari, notamment il y avait les Ford derrière la Corvette. Ouais, c'est très proche, tout le monde à la même vitesse et on est tellement proche que celui-là qui est en tête, il n'arrive pas à s'en aller parce que tout le monde derrière avec le slipstream reste derrière. Donc c'est pour ça que souvent on est dans un groupe, presque comme une course de vélo. Le premier qui mène le groupe. Ouais, j'ai eu quelques batailles, notamment avec mon copain Earl. C'était assez drôle, je ne sais pas si lui trouvait drôle aussi. Mais bon, c'était plus long que prévu pour le premier, mais bon. Belle bagarre effectivement, on vous a vu quand même très sage par moment, hein. Je pense qu'à un moment la Ferrari vous a repris la tête, on n'a pas trop forcé non plus, il ne faut pas prendre tous les risques. Non, ils m'ont dit après le pit stop que la Ferrari a pris 2 pneus. Et je voyais en ligne droite, il était fort. Il n'a pas envie de prendre du temps et du risque pour rester devant lui, donc au moment où il est venu, j'ai lâché, j'ai dit vas-y, et après j'ai essayé de suivre dans le slipstream. À deux, on s'en va un peu. Ça c'est bien, on a bien réussi, je pense. Et c'est encore trop tôt dans la course pour faire le coup. Il faut être intelligent, je pense, et essayer de faire ça. Dernière question, il tombait quelques gouttes de pluie là, à la fin de votre relais. C'était comment la piste? Est-ce qu'on sentait quand même une variation de l'adhérence? Non, presque pas. C'était presque. Moi, j'ai rien senti. C'est juste, on voit les gouttes, donc on est un peu moins sûr de tout. On prend peut-être quelques pourcents de recul. Mais au final, rien senti. Merci beaucoup, Lorenz Vanthoor avec son humilité habituelle ici. Lorenz, il est toujours franc, Lorenz Vanthoor, c'est ce qu'on aime aussi dans la bagarre. Et puis voilà, je me suis mis derrière, j'ai pas forcé, je voulais suivre. On sait ce qu'il en est, il faut être intelligent et c'est vrai qu'il l'avait été l'an dernier avec ses équipiers, bien sûr, Michael Christensen et Kevin Hess, puisqu'ils sont, je vous le rappelle, les tenants du titre des 24 heures du Mans dans la catégorie GTE Pro. Thomas, est-ce que si vous tendez la main dehors, qu'est-ce que vous ressentez? La pluie ou pas alors? Est-ce qu'on peut avoir votre... Il fait frais, il fait bon, on prendrait bien un verre à terrasse. Oh là, oh là, oh là. Il s'est passé quelque chose quelque part. Des drapeaux jaunes. Des drapeaux jaunes. Alors attention, est-ce que nous sommes... Oui, là nous sommes à la deuxième chicane des Hunaudières. Et l'on va tout de suite voir avec le virage de Mulsanne si une voiture arrive éventuellement en difficulté. Il y a eu des drapeaux jaunes et on a vu des éléments de carrosserie perdus à la chicane Michelin. So we've just seen an incident in the Michelin chicane. There are yellow flags being waved and there are bits of bodywork lying on the track. Ah, c'est une rébellion! Est-ce Thomas Laurent? C'est la numéro 3, c'est Thomas Laurent. Oh, alors qu'il venait de doubler. Oh, et derrière, avec le Ducan Engineering, la Norma également, qui a pris l'échappatoire. Et regardez ces éléments de carrosserie happés par une autre voiture derrière. Thomas Laurent, malheureusement, parti en toupie. Et la voiture est endommagée alors qu'il venait de passer en 3e position. Ah là là là. And Thomas Laurent was the man in the accident and he had just taken 3rd place, spun on the entry to the Michelin chicane and scattered bodywork everywhere, some of which was picked up by one of the Orecas. Et là, c'est vrai que ce sera intéressant lorsqu'il sera à votre micro, évidemment pas tout de suite, mais de savoir, Thomas Bastin, si Thomas Laurent est sorti de la piste en raison de la pluie, ce qu'il a été justement surpris par cette pellicule de gras mouillé qui a pu se former en surface à Mulsanne. Alors on va bien voir quelles sont les voitures en fait qui vont s'arrêter. Et c'est une Ford. Oh oui, il y a également une... Non, c'est le Full Course Yellow, pardon. Voilà, attention, donc là, alors que la numéro 8, leader. Oh oui, la numéro 8 passe également en tête. Alors que le numéro 7 s'est arrêté pour ravitailler. Donc Full Course Yellow, voir des voitures en ralenti sur les images, c'est normal. Kazuki Nakajima profite de l'arrêt ravitaillement de la numéro 7 pour passer devant. 99e tour et j'ai envie de dire, est-ce que c'est le premier changement de leader?
Oui, ça l'est. La voiture, alors que la numéro 3, la rébellion numéro 3, Thomas Bastin rentre au stand à 21h07. Et on l'attend, on a déjà préparé les planches à roulettes, évidemment les skateboards comme on les appelle aussi, on va les glisser sous la voiture, histoire de faire pivoter cette voiture, d'aller réparer. La question c'est de savoir évidemment si les dégâts sont entre guillemets juste cosmétiques. Non, hein, il y a des dégâts beaucoup plus importants que simplement changer l'avant. On a un pneu à l'avant gauche qui est crevé, ça c'est pas un gros souci. On va pousser évidemment la voiture du pilote vendéen, le pilote des Sables d'Olonne, révélation évidemment des 24 heures du Mans 2017. Il avait été le grand héros. On discute pour l'instant. On va commencer par faire le plein de carburant, hein, comme toujours, puisque c'est la première opération qui doit être menée sur la voiture avant même de pouvoir la pousser. Voilà, on soulève maintenant sur les vérins pneumatiques avec ce système d'air comprimé, hein, qui permet de soulever la voiture via des pics, des poussants, si vous voulez, qui viennent sous la voiture et qui la soulèvent. On a mis les planches à roulettes, on fait pivoter la voiture. Tout ça est bien huilé, bien entraîné, évidemment, et on vient de pousser cette rébellion numéro 3. On a déjà préparé les éléments de carrosserie parce que ça, c'est sûr, il va falloir en changer, notamment du côté du capot avant. La question c'est de savoir s'il y a d'autres dégâts pour Thomas Laurent qui reste au volant de la voiture et qui ne va donc pas en sortir directement. On revoit la scène. Ah oui, il appuie sur les freins et la voiture part en toupie. We have just seen the incident, and what happened was he hit the brakes and the car snapped right. There was nothing he could do about it. Et derrière, nous avons eu l'arrêt de la numéro 11, donc qui avait pris, voyez, ces éléments de carrosserie aussi, qui elle s'est arrêtée à l'instant. Et l'arrêt de Michael Aleshine permet à Sergei Sirotkin, avec SMP Racing et la BR Engineering numéro 17, de repasser en 3e position. And the other car that got caught up in it, in fact, was the number 11 SMP Racing BR1, which hit a bit of the bodywork deposited by the Rebellion. So now this has allowed number 17 up into 3rd place. And also we have a leadership change as Nakajima in number 8 has overtaken number 7, which came in to refuel. Il sera très intéressant d'avoir le témoignage de Thomas Laurent, vraiment. Est-ce que c'est au niveau du circuit de freinage? Est-ce que c'est le gras mouillé qui a pu éventuellement déstabiliser? Qu'on ne cherche pas vraiment un problème technique au niveau du système de freinage. Probablement une erreur du pilote. On a surveillé, on a vérifié les trains roulants du côté de la Rébellion. Et bonne nouvelle, on est déjà en train de remettre les éléments de carrosserie, que ce soit à l'arrière où ça n'avait pas touché, mais aussi à l'avant. On essaye simplement de remettre toute la partie avant. C'est évidemment, et on vous en a beaucoup parlé depuis le début de la course, hein, c'est l'une des particularités de ces prototypes, c'est qu'on peut changer tout le train avant, qui comprend les phares, qui comprend les petites ailettes aérodynamiques, qui comprend tout le crash box également à l'avant. Il a bien servi ici le crash box, il a joué son rôle, il a semble-t-il amorti le choc et la voiture devrait pouvoir repartir. La question étant de savoir évidemment si elle roulera toujours de manière normale, si la mécanique en elle-même n'a pas souffert, si les trains roulants n'ont pas souffert. On va déjà la ressortir, cette voiture. Intervention éclair là de l'équipe Rébellion pour relancer Thomas Laurent dans la course d'ici quelques instants. Ah, ça a été très très vite, Bruno. Voilà, ça repart, oui. Thomas Laurent, ça repart. C'est presque un miracle. Il y a Hugues de Chonac qui est peut-être à portée de micro pour vous, Thomas Bastin. Et retour en piste à 21h et 10 minutes à 21h, 10 minutes de la Rébellion numéro 3. Thomas Laurent est resté au volant. So number 3 has re-emerged from the pits. In fact, what the team did was they just replaced the bodywork that had been damaged. He's taken the car out, and it remains to be seen whether or not he will be able to continue or whether this is just an exploratory lap to see whether or not the car is actually viable. C'est que l'arrêt en fait aura été de tout juste 3 minutes pour la Rébellion. C'est extra court, alors que sincèrement on n'aurait pas parié cela quelques instants plus tôt. Et peut-être le témoignage, alors que la course est neutralisée. Maintenant on va être en mode safety car. Okay, so we have the safety cars coming out, safety cars being deployed. Sans doute pour avoir des vitesses un petit peu plus élevées que les 80 km/h qui peuvent aussi là parfois refroidir les pneus. On va aller un petit peu plus vite avec une vitesse légèrement au-dessus des 100 km/h pour l'ensemble des voitures, les 3 safety cars de ces 24 heures du Mans. Kazuki Nakajima a l'image sur les écrans géants, le pilote de la voiture de tête.
et José Maria Lopez en deuxième position au classement avec un écart passé à 40 secondes en sa défaveur. L'Alpine numéro 36 en 7e position, leader de catégorie, avec un peu plus de 19 secondes sur l'Horus G-Drive de Roman Rusinov. Kevin Estre avec la Porsche numéro 92, leader de la catégorie GTE Pro devant la Ferrari F-Corse numéro 51 et la Corvette numéro 63 pilotée par Antonio Garcia. Alors que la 30e place, c'est pour la Porsche numéro 93 de Nick Tandy. La Bike, la formation autrichienne avec Lenso numéro 4 qui roule en ce moment 43e au passage. Et en fait, c'est une voiture qui fait frontière entre la Ferrari Rizzi Competition et la première des GTE AM, la Ferrari Rizzi Competition, dernière GTE Pro. On va laisser à part la Corvette numéro 64. Et donc, la leader des GTE AM avec la Ford du Keating Motorsport qui est en ce moment en 44e position. La Ford, c'est Jeroen Bleckmolen qui la pilote. Il devance la Ferrari du GMW Motorsport Jeff Segol, alors que l'Aston Martin numéro 90 est piloté par Sally Yuluk pour le compte du team TF Sport, 46e. Elles sont derrière le même safety car à nouveau, la 8 et la 7, mais dans cet ordre-là. Alors si vous avez perdu l'épisode, pourquoi nous avons eu un changement de leader, en regardant maintenant, on arrive à avoir l'explication. Il se trouve qu'au moment où il y a eu l'entrée du full course yellow, c'est au moment où la 8 entrait parce que c'était sur son tableau de marche. Donc la 8 est restée beaucoup moins de temps sous régime de full course yellow que la numéro 7. Et au moment où il y a eu ce changement, eh bien, la 8 a réussi à repartir avec le même temps au stand, c'est vrai, mais tandis que l'autre n'arrivait pas à rouler. Voilà donc pourquoi il y a eu cette différence. Alors elle a beaucoup augmenté, mais maintenant avec le safety car, on va se retrouver dans la même situation que la situation précédente, avec la 8 devant la 7, mais elles se suivent. Il n'y a pas de voiture entre les deux. Thomas Bastin. Oui, Bruno, nous sommes dans le stand Rébellion Racing. Kalim Bouadra à nos côtés, c'est le CEO, le patron de ce Rébellion Racing. Kalim, on a vu l'accident là, de Thomas, la numéro 3, qui vient de rentrer. Est-ce que vous avez un peu plus d'infos? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez une idée? Alors pour l'instant c'est encore trop tôt de dire, mais a priori je pense qu'il y a eu une perte de contrôle tout simplement de Thomas sur la ligne droite, est malheureuse, et il a perdu le contrôle. Et voilà. Donc, mais à côté de ça, voilà, le travail de la mécanique des mécaniciens était fantastique. Apparemment il n'y a pas de dégâts sur les pièces essentielles de la voiture, c'était plus cosmétique, c'était plus de la carrosserie. Exactement, pour l'instant on s'en sort très bien. Comme je disais déjà, le travail des mécaniciens qui ont tout changé rapidement. Et voilà, pour l'instant on va faire encore pour voir si effectivement c'est confirmé, mais normalement pas de pièces vitales qui est touchée, que la carrosserie. Donc, la course continue. Voilà, on va voir si tout roule et le podium reste toujours un objectif bien sûr. Merci Kalim Bouadra d'avoir répondu à nos questions. Merci à Kalim Bouadra. Mesdames et messieurs, un tout petit mot avec David Waldron et dans la foulée des messages sur les écrans géants. Qu'avons-nous vu ces derniers instants? Des véhicules des services techniques partir dans les Hunaudières. Cela veut dire que la neutralisation va se prolonger avec les safety cars pendant encore quelques minutes. Il y a lieu de réparer les glissières et les fameux poteaux de support. Ça prendra un petit peu de temps. Toujours délicat dans ce genre de circonstances de donner une estimation quant à la durée de l'intervention, mais la course reste pendant ce temps sous régime safety car. So in fact we've just seen the vehicles of the Automobile Club de West go out down Les Hunaudières. So it seems that the supports of the guardrail were damaged in the accident, and these obviously will have to be probably either repaired or more likely replaced. So I think the safety car episode is going to last for a little time. Message écran géant, 21h16. Excellent début de soirée.
C'est reparti à 21h19. La course repart. Fin de la neutralisation. Mais attention, attention, c'est un redémarrage partiel. L'intervention mérite encore sans doute quelques interventions. Donc la réparation des rails de sécurité, intervention des personnels techniques. Et la slow zone va être activée en plein milieu des Hunaudières dans l'entre-deux chicane. So although we're underway again, the track is not fully clear because there is a slow zone that has been installed on Les Hunaudières, between Les Hunaudières and the chicane where the accident took place. Et regardez bien, 21h20, les deux Toyota roue dans roue. Kazuki Nakajima et José Maria Lopez, séparés de 6 secondes. Les vainqueurs sortants. De 6 dixièmes, pardon, oui, 6 dixièmes, c'est encore mieux, je serais tenté de dire pour l'intensité du spectacle que 6 secondes. 6 dixièmes entre Kazuki Nakajima et José Maria Lopez. En tête, la voiture des vainqueurs sortants, les leaders du championnat du monde. Évidemment poursuivi par la Toyota numéro 7. Duel Nakajima-Lopez. So we have a duel now which has been joined between Nakajima and Lopez, and at the time they got over the line there was just 0.6 of a second separating them. Et il y aura également la slow zone à la sortie de la première chicane vers laquelle fonce en ce moment Kazuki Nakajima dans son 102e tour. Alors que du côté de chez SMP Racing, la 17 est devant la 11. Thomas Laurent pour la 5e place conservée. Ça tient vraiment du miracle compte tenu de ce qui s'est passé. Et effectivement, ici, vous voyez d'ailleurs au second plan les deux Toyota qui viennent de passer la chicane Forza Motorsport. Kazuki Nakajima, José Maria Lopez, 1 seconde d'écart. Kazuki Nakajima avait peut-être même réussi à reprendre un tout petit peu de champ, mais pour l'instant, l'écart entre les deux voitures est un petit peu tronqué compte tenu de la nécessité de respecter les 80 km/h en mode slow zone. Oui, Bruno, et ce n'est pas vraiment une surprise, mais nous venons de voir le volet de la Corvette numéro 64 se fermer. Vous savez évidemment tous ce que ça signifie si vous avez bien moment cette voiture. Même si vous n'avez peut-être pas reçu l'abandon officiel, en tout cas, va renoncer, on n'était pas. Je reçois le coup de fil. Vous avez eu le coup de fil. À l'instant. Confirmation, en tout cas, avec ce volet fermé à l'instant pour la Corvette numéro 64 suite à l'accident. Et au plan administratif, le coup de fil de la direction de course s'est accompagné d'une précision horaire. 21h05 pour l'arrêt définitif sur accident de la Corvette numéro 64. Donc nous perdons bien abandon confirmé de la Corvette numéro 64 suite à son accident dans les virages, zone d'approche des virages du karting après le contact avec la Porsche de Satoshi Oshino. Donc malheureusement abandonne Oliver Gavin, Tommy Milner et Marcel Fassler officiellement à 21h05. So at 9:05 we have been notified of the official retirement of number 64, the Chevrolet Corvette C7R driven by Oliver Gavin, Thomas Milner and Marcel Fassler after its collision with the Porsche driven by Hoshino. So that is the first official retirement, I think, Bruno, yes? Oui, c'est le cas. Alors que nous sommes dans la 7e heure de course, c'est bien une année fiable qui, en tout cas au plan des éléments techniques, c'est un accident même qui est à l'origine de l'abandon de la Corvette numéro 64. C'est la 63 maintenant qui résiste et qui va évidemment tout faire. L'équipage pour terminer en tir cette tête, gagner cette catégorie GTE Pro. Doug Fehan, tout à l'heure, interrogé par Thomas Bastin, le disait. Maintenant, on a finalement tout le staff personnel du personnel de la numéro 64 qui va venir prêter main forte à celui de la numéro 63. Antonio Garcia qui est au volant, qui a Nick Tandy dans les rétros, qui a Gian Maria Brulli lui-même dans les rétros, qui a Harry Ticknell lui-même dans les rétros, puisque les écarts sont ultra serrés toujours dans cette catégorie GTE Pro.
21:05 Uhr, erster offizieller Rücktritt, und zwar der Corvette mit der Startnummer 64. Das Auto gefahren von Oliver Gavin, Thomas Milner und Marcel Fessler. Als erstes zieht sich zurück aus dem Rennen nach dem Unfall mit dem Porsche. Das heißt, ab jetzt werden sich alle Mechaniker und alle bei Corvette Racing um das Fahrzeug mit der Startnummer 63 kümmern. Wir haben vorhin auch mit dem Rennleiter von Corvette gesprochen für das 20-jährige Jubiläum von Corvette Racing hier in Le Mans. Hoffen die natürlich noch auf dem Podium zu kommen und hoffen natürlich auch, um den Sieg kämpfen zu müssen. Noch sieht es gut aus, denn sie belegen gerade Platz 3 in der Kategorie der GTE Pro. Von dem her ist es noch alles drin. Il est 21h25, l'arrêt chez SMP de la BR Engineering de Sergei Sirotkin, qui va par conséquent laisser sa 3e place à la voiture sœur numéro 11 de Michael Aleshin, alors que Kazuki Nakajima et José María Lopez n'ont que 8 dixièmes entre les deux. Se passe-t-il quelque chose sur la 17? Aurait-on eu un petit souci pour enlever... Ouais, en tout cas, elle est sur son tableau de marche, il n'y a pas de souci. Voilà, non, simplement, c'est qu'on s'y prend à deux, bien sûr, pour loger les pneus, les balles neuves, en fait, c'est les pneus Michelin. 3 dixièmes l'écart, José María Lopez, Kazuki Nakajima. Va-t-on avoir un changement de leader? Où est-ce qu'elles en sont en ce moment, ces voitures? Elles sont en ce moment dans la zone dite de slow zone, alors que vous ne les voyez peut-être pas forcément en ce moment à l'image, mais nous avons toujours la pelleteuse avec sa fameuse pelle qui ne sert pas ici à creuser, mais à faire pression sur les poteaux pour les enfoncer au sol plus rapidement et ainsi offrir une meilleure fixation des rails de sécurité posés le long. Elle vient de partir, ce qui veut dire que dans un assez court instant, 5 minutes, jamais évident de se prononcer, on le dit à chaque fois, merci de nous le pardonner, mais donc de se prononcer sur la durée du maintien de la slow zone dans le parcours des Hunaudières, mais ça devrait assez vite être levé tout cela. Sergei Sirotkin est reparti. José María Lopez, où en sont les deux Toyota, donc toujours dans les Hunaudières. Nous allons évidemment guetter leur passage au virage de Mulsanne très bientôt. Anders Fjordbach pendant ce temps reparti avec l'Oreca du High Class Racing. Kevin Estre est le leader avec la Porsche numéro 92. Allez, attention après la deuxième chicane Michelin. Les deux Toyota là ne vont plus avoir de limiteur de vitesse et reprendre leur duel. Allez, c'est dans un très court instant que nous allons les retrouver, alors que l'on retrouve aussi les voitures à la lutte pour les places d'honneur et notamment la 3e marche du podium en catégorie LMP2. Mais l'on va surtout suivre les deux Toyota, la 8, la 7. Et elles arrivent à l'instant virage de Mulsanne. Kazuki Nakajima, José María Lopez, 840 millième entre les deux Toyota, 840 millième. At the moment, there is only 8 thousandths of a second between the two Toyotas, with number 8 leading number 7. Deux voitures que vous allez voir arriver à la courbe d'Indianapolis, où vous êtes toujours très nombreux. Oui, il y a en ce moment entre les deux voitures, je crois, la Dallara du Racing Team Nederland. La Toyota de tête passe le virage d'Arnage et José María Lopez n'a pas réussi encore jusque-là. Voilà, après le virage d'Arnage, il y parvient à doubler la LMP2 néerlandaise. Prochain passage devant nous dans quelques instants pour voir l'écart qui a évolué favorablement en faveur de la voiture de tête. José María Lopez est à 1 seconde 6 de Kazuki Nakajima. Et bonne nouvelle, confirmation de ce que nous avions pressenti il y a quelques instants. Les navettes, les utilitaires des services techniques évacuent les Hunaudières. La levée de la slow zone entre les deux chicanes va très vite être prononcée. So the vehicles that were working on the second chicane are leaving Les Hunaudières. So hopefully the race will be back on. The circuit will be
completely green within a very short period of time. Alors il est à noter, Infocourse surveille les entrées et sorties stand, que la Porsche numéro 88, la voiture qui connaît peut-être des souffrances désormais après le contact avec la Corvette numéro 64, a eu tendance à multiplier les arrêts ces derniers instants. 2 tours là entre son arrestant de leur a même fait en fait une série 2 fois un tour, donc une multiplication des arrêts pour une Porsche arrêtée maintenant. C'est Matteo Cairoli qui a ramené cette voiture au stand. Alors connaît-elle des séquelles? Ce n'est pas impossible. Elle est en ce moment en 60e position. Et Renger van der Zande, évidemment, qui n'est pas seul, puisqu'il y a avec lui Ben Hanley et Hendrik Edman, sont les pilotes qui sont les derniers du classement en ce moment, avec des problèmes qui se prolongent sur ZBR Engineering. L'arrêt de René Binder, l'un des débutants au Mans cette année, le pilote autrichien, repéré par Olivier Panis au sein du team Panis Barthez Compétition. José Maria Lopez ne reste pas au contact de Kazuki Nakajima. José Maria Lopez a 2 secondes et demie de retard désormais sur la Toyota numéro 8. José Maria Lopez is now 2.5 seconds behind number 8 with Kazuki Nakajima at the wheel. Chez Idexport, un nouveau relais pour Paul Louchatin et René Binder est resté au volant de la Ligier du team Panis Barthez Compétition, 11e de catégorie et 17e du classement général. Ce soleil couchant dans toute la zone entre Mulsanne et Indianapolis, c'est ce que Vincent Cerruti et Yannick Dalmas avaient commenté dans la réalisation de cette vidéo. Apprentissage au volant d'une Porsche, des bonnes trajectoires du circuit des 24 heures du Mans, et c'est vrai que là nous sommes vraiment dans le créneau horaire où la visibilité parfois réduite parce que les pilotes sont éblouis tout simplement. Il y a un deuxième cas de figure à peu près proche, c'est le dimanche matin quand évidemment la météo est de la partie, que le ciel est dégagé, que les pilotes passent sous la Dunlop et entament la descente vers les du Tertre Rouge, où là aussi, pendant un court instant, on peut en prendre plein les yeux avec le soleil, mais nous n'en sommes pas encore là. La course connaîtra son vainqueur dans 17h et 27 minutes. Évolution de l'écart, Kazuki Nakajima, José Maria Lopez, 2 secondes 162. Et arrêt de la rébellion numéro 1. Qui n'avait fait que 3 tours apparemment, Thomas Bastin. Alors que Thomas Laurent, lui, est en 5e position. Mais Neil Jamni s'arrête après 3 tours seulement. Et ça repart déjà. Attendez, est-ce qu'il n'était pas arrêté parce qu'il était sous safety car peut-être? Oui. C'est même règle à safety car avec les 5 secondes seulement. Alors attention, nous allons avoir apparemment une slow zone. Ah non, elle va s'enlever, pardon, effectivement. Ah, c'est vrai qu'elle n'avait toujours pas été retirée, pardon. Oui. On pensait que ça avait déjà été le cas. Mais non. On termine vraiment de serrer les boulons, sans doute, au niveau des Hunaudières, avec les rails de sécurité qui ont été déformés par la sortie de piste ou conséquence de la sortie de piste de la rébellion de Thomas Laurent. Mais donc, non, c'est mieux dans ce sens-là. On va désactiver la procédure slow zone, en tout cas la lever, et la course va pouvoir reprendre ses droits avec un circuit qui pourrait être parcouru à fond. L'arrêt de la Ferrari numéro 71 de Davide Rigone, alors que Kevin Estre en ce moment domine la Ferrari F-Corset, sœur de la 71, la 51, avec Alessandro Pierguidi et Antonio Garcia avec la Corvette numéro 63 et 3e.
drapeau vert partout. La course maintenant ne connaît aucune limite sur les 13 km 626. Le développement de ce circuit des 24 heures du Mans. So we have green flags everywhere. The circuit is clear again to race. Et 2 pénalités infligées par les commissaires sportifs. 2 pénalités pour la Ligier numéro 22. Et l'Oreca du Jackie Chan DC Racing pour dépassement alors que nous étions en procédure safety car. Un drive-through, c'est-à-dire un passage par les stands sans s'arrêter à son stand et en respectant les 60 km/h. La vitesse maxi dans la voie des stands, c'est la pénalité infligée à ces 2 voitures, rappelons-le. La Ligier United numéro 22 et l'Oreca du Jackie Chan DC Racing numéro 37. Attention, attention. Avec Kevin Estre, leader dans la catégorie des GTE AM, avec également la Ferrari numéro 51 d'Alessandro Pierguidi, qui est rattrapé en ce moment par Antonio Garcia, alors qu'il y avait la Ferrari du team WeatherTech, une GTE AM, qui à un moment avait peut-être un tout petit peu ralenti ces 2 pilotes. Avec la Porsche derrière Antonio Garcia, c'est Nick Tandy qui a plongé pour doubler le pilote WeatherTech Robert Smith. Voilà, qui a anticipé la manœuvre et c'est bien. Et pendant ce temps, Kazuki Nakajima est rattrapé par José Maria Lopez alors que l'écart était repassé à 2 secondes en faveur de l'équipage vainqueur sortant, celui de la Toyota numéro 8. José Maria Lopez est revenu sur Kazuki Nakajima. Ils sont dans leur 105e tour et l'écart est redescendu à 1 demi-seconde. So things are hotting up at the front as Jose Maria Lopez has closed the gap to Kazuki Nakajima to 0.56 seconds. Et il double à l'instant un ex-pilote Toyota Racing, Anthony Davidson. 8 dixièmes, José Maria Lopez. Voilà, a perdu un tout petit peu de terrain dans la manœuvre. Anthony Davidson n'a pas bouchonné. Attention, attention, attention à la remontée sur Lenzo, qui est piloté en ce moment par Paolo Ruberti. Dans les virages du karting, vous pouvez également vous rendre aujourd'hui pour faire des sessions de kart en solo, en duo, en amoureux, en copain, en famille. C'est toujours le moment d'y aller. Allez, pas mal, pas mal. Attention, attention, attention. Voilà, à l'approche de la chicane Ford, l'arrêt de Lenzo de Paolo Ruberti. Kazuki Nakajima arrive, chicane du raccordement maintenant et l'accélération à l'instant devant les stands. 215 millième. Ah, José Maria Lopez est un petit peu moins bien sorti de la chicane du raccordement. Il a perdu 2 dixièmes, 105e tour couvert, 490 millième l'écart entre les 2 voitures. After 105 laps, there's only 0.484 seconds between number 8 leading number 7. Comment l'écart va-t-il évoluer? Comment vit-on cela dans le couloir de panotage avec la guérite, le poste d'observation, les stratèges du Toyota Gazoo Racing, Pascal Vasselon, Rob Lepen et puis aussi des stratèges sortis de chez Oreca, David Florian en particulier. 8 dixièmes, l'arrêt de l'Oreca Dragon Speed numéro 31 qui en s'arrêtant permet à Opintung de conforter une place en 3e position des LMP2. Alors que Philippe Albuquerque et Ricky Taylor rentrent au stand, d'où repart numéro 31. Messieurs, on repart Anthony, oui. L'interview de Fernando Alonso tout à l'heure, qui disait on perd du temps avec la numéro 8 dans les lignes droites notamment. On sentait un peu de frustration du côté espagnol, ça ne semble pas tellement se confirmer finalement quand on voit la bagarre entre les 2 Toyota pour l'instant. Parce que si c'était le cas, on imagine que José Maria Lopez pourrait assez facilement finalement dépasser Kazuki Nakajima, et or ce n'est pas le cas du tout. Et c'est vrai, est-ce qu'on a éventuellement changé un paramètre sur la Toyota? Après tout, pourquoi pas? Vous savez que je me demande si Opintung à un moment au freinage de la 2e chicane du Naudière il y a un instant, il est presque passé à l'attaque. Et oui, il y a eu un changement, exact. José Maria Lopez a doublé Kazuki Nakajima. Alors là, il faudrait qu'on revoie l'image. Et oui,
oui, c'est vrai, ça s'est joué vraisemblablement au freinage de la deuxième chicane, d'où justement cette impression avec Opintung qui s'est porté à hauteur d'une Toyota. Mais oui, José María Lopez a finement pris l'avantage sur l'autre pilote Toyota Gazoo Racing qui est Kazuki Nakajima. Et donc, dans le 106e tour, la Toyota numéro 7 reprend la tête de ces 24 heures du Mans. So we see that the number 7 Toyota has retaken the lead thanks to José María Lopez, and it was on the run into the Michelin chicane that he slipped past number 8. Ricky Taylor avec l'Oreca Jackie Chan DC Racing numéro 37 en 11e position et Felipe Albuquerque qui suit. Les Toyota ont passé le virage Porsche, les Toyota ont passé le virage Porsche. José María Lopez reviennent ici sur la voiture numéro 43, l'Oreca qui est du team RLRM Sports. La Ferrari du Cargay Racing qui est devant. Non, petit rectificatif, pardon, c'est l'Oreca du High Class Racing qui a rattrapé par les deux Toyota. Les excuses et voilà le 106e tour couvert. La Toyota numéro 7 de José María Lopez a pour l'instant 2 dixièmes d'avance sur la Toyota de Kazuki Nakajima, très à l'aise dans les parties sinueuses. Les S de la forêt à l'instant. Kazuki Nakajima a même pas 3 dixièmes de la voiture sœur. José María Lopez maintenant qui passe toute la zone bordant le MM Arena. Le Mans FC a fait des merveilles cette année et dans les Hunaudières. Allez, dépassement alors que s'arrête l'Oreca du Jackie Chan DC Racing numéro 38 que pilotait Opintung. Anthony Davidson va-t-il avoir le temps de repasser devant les stands avant que cette Oreca Jackie Chan DC Racing justement ne ressorte? Ce sera serré, c'est une évidence. Donc en fait on peut dire que la Toyota numéro 8 sera restée en tête du 100e au 105e tour inclus finalement. Kazuki Nakajima perd du terrain et exact le commentaire de Fernando Alonso de tout à l'heure. Et là, clairement vérifié. C'est bien à la chicane Michelin que l'échange de place de leader s'est fait avec José María Lopez. Antonio Garcia entretient le suspense dans la catégorie des GTE Pro. L'Espagnol du Corvette Racing est en mode maxi attaque, revenu dans l'aileron de la Ferrari de Alessandro Pierguidi. Ils évoluent tous les deux à un petit peu plus de 2 secondes de la Porsche numéro 92 qui est en tête de la course. La voiture de Michael Christensen, de Kevin Estre et de Lorenz Vanthoor. Alors que du côté de chez Ford, la mieux placée, le numéro 67, piloté par Harry Tincknell. Elle est en 32e position. Ryan Briscoe et Sébastien Bourdet suivent au dernier pointage. Ryan Briscoe n'a que 4 dixièmes d'avance sur Sébastien Bourdet. La première Aston Martin est la numéro 95, actuellement pilotée par Niki Team. Et l'arrêt de 2 voitures, de 3 mais de 2 d'équipe française. L'arrêt de l'Oreca Graf 24 et l'arrêt de l'Alpine numéro 36 d'André Negrao et l'arrêt de Roman Russinov. Allez. Que va-t-on faire chez Alpine? Oui, on retire le capot avant de la voiture. Que surveille-t-on?
la propreté des voies d'aération, des grilles, pour être sûr. On va changer le capot à l'instant, qu'il n'y ait pas de surchauffe. Serrage, oh là là, c'est super vite fait tout cela. Allez, on l'a fait pendant que l'on ravitaillait la voiture et qui repart bien. Oh, très belle opération chez Alpine. Changement de capot pour dépoussiérer toutes les entrées d'air. Et la voilà qui repart. André Negrao est resté au volant. Roman Rusinov au volant aussi de Lorus. Et Tristan Gomendi était au volant de l'Oreca du Team Graf. Il est resté, c'est cela vous dites? Oui. Merci Thomas Bastin. Que se passe-t-il dans la Dunlop alors que l'on signale? On l'a signalé il y a quelques instants. Voilà, un retrait des drapeaux en haut de la voie des stands, alors que par contre il se passerait des choses peut-être à Mulsanne. Les drapeaux jaunes ont été... Oui, en fait si on a des drapeaux jaunes à Mulsanne, c'est pour une raison simple, c'est que des marqueurs de virage ont été retirés par une voiture. Les commissaires viennent en tout cas les retirer, sinon les remettre. So the reason for the yellow flag at Mulsanne is that again some of the markers have become dislodged and they are either being collected or replaced. Les deux Toyota, une demi-seconde. José Maria Lopez n'arrive pas à se détacher de Kazuki Nakajima, qui est plutôt bien revenu là dans les derniers instants, n'est-ce pas Pascal Vasselon, que l'on voit de profil en ce moment dans cette structure de direction d'épreuve, en tout cas de stratégie du Toyota Gazoo Racing. Ah, effectivement, regardez bien derrière, vous avez peut-être vu le plot vert. Vous voyez, il est en plein milieu de piste là-bas au virage de Mulsanne, après avoir été évidemment shooté par une voiture. José Maria Lopez vient de passer le virage du tertre rouge. L'écart repassé à 1 seconde 08. Et en fait, en ce moment, ce qui est absolument extraordinaire, sincèrement, c'est que la voiture de tête, en fait, vous avez deux duels avec deux voitures d'une même écurie pour la tête de la course. Toyota Gazoo Racing, José Maria Lopez, Kazuki Nakajima, 1 seconde 160 en ce moment. Derrière, SMP Racing avec les deux BR Engineering, pilotés par les deux pilotes russes que sont Sergei Sirotkin sur la numéro 17 et Mikhail Aleshin. Et vous savez quoi, l'écart entre ces deux voitures, 3 et 4e, il est de 1 seconde et 19 millièmes. On s'arrache les cheveux en ce moment dans la coordination, la cellule de direction à la fois du Toyota Gazoo Racing et du SMP. Allons-y, Thomas Bastin. Alors mais non, on ne s'arrache pas les cheveux, vous savez, regardez Pascal Vasselon, il en a plus que moi des cheveux. Pascal, on imagine quand les deux voitures sont en train de se battre, comme c'est le cas sur la piste pour le moment, alors que tout se passe
parfaitement jusqu'à présent. Il y a un petit peu de stress quand même, non? Il est clair que c'est un petit peu plus intense. On a vécu un début de course où la voiture 7 avait pris le large et puis il y a eu une succession de deux événements qui ont remis la 8 dans la course. Tout d'abord un safety car qui a collecté les deux voitures et ensuite une slow zone qui a été levée juste avant que la voiture 8 n'y passe. Et voilà, on se retrouve avec une bagarre en tête. On a entendu tout à l'heure, on a eu Fernando Alonso, notre micro, qui disait on manque de vitesse de pointe par rapport à la voiture sœur. C'est vrai qu'il y a un petit souci sur celle-là ou des réglages différents? Non, je ne crois pas. S'il y a un écart, il doit être d'à peu près 1 km/h. De parler de détails. C'est aussi l'ego des pilotes, ça, qui sont un peu mis à mal. Preuve que malgré tout, vous allez devoir les gérer, ces deux équipages qui veulent évidemment gagner en tant que pilote aussi. Oui, évidemment. Ils sont tous à la bataille. Voilà, on imagine qu'il y a des situations plus confortables que la vôtre pour l'instant. Merci Pascal Vasselon. Problème de luxe, hein, ceci dit, quand on a deux Toyota TS050 en tête de la course, bien sûr. On sait que parfois de héros à zéro, le chemin n'est pas très long et donc il faut falloir se montrer prudent. Ah là, comme c'est bien dit tout cela. Merci Thomas. Alors, deux faits. D'abord, entre Sergei Sirotkin et Michael Alchin, je peux vous garantir qu'on ne se fait pas de cadeaux. Et pour ceux qui se posaient la question, la rébellion de Thomas Laurent a-t-elle éventuellement souffert de son heurt avec les rails de sécurité tout à l'heure? Eh bien la réponse est pas du tout. Thomas Laurent, à l'instant, 3 minutes 19 secondes, 358 millièmes, vient de réaliser le chrono le plus vite qui n'ait été enregistré depuis 15 heures cet après-midi pour la rébellion numéro 3, quel que soit le pilote qui était au volant. L'arrêt de Kazuki Nakajima. L'arrêt de la Toyota numéro 8. Tout à fait programmé, hein, Bruno. On l'attendait clairement, le pilote japonais. On va nettoyer le pare-brise, faire le plein de carburant. Je pense qu'on ne va même pas changer les pneumatiques pour notre pilote Williams de Formule 1 qui repartira d'ici quelques instants. L'un des vainqueurs évidemment de l'an dernier, hein, c'est l'équipage Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso. Kazuki Nakajima qui avait été aussi, Bruno, vous vous souvenez évidemment de cette édition 2016, le héros malheureux de cette fin de course en 2016. Ah oui. Et le repart à l'instant Kazuki Nakajima. Alors que rentre au stand Billy Johnson avec la Ford numéro 66. Et Oliver Jarvis également avec la Ford du team Redzi Competition. Et deux autres pilotes viennent également de réaliser le chrono le plus vite pour leur voiture avec la Porsche leader des GTE Pro Kevin Estre en 3 minutes 49 secondes 937 millièmes et Alessandro Pierguidi avec la Ferrari F Corse numéro 51, deuxième de catégorie, 3 minutes 50 secondes et 388 millièmes. So we have a couple of fastest laps. Kevin Estre has just got round in a time of 3 minutes, where is it? 3 minutes 50 point. It's been taken off. But anyway, Pierre Guidi has got round in 3 minutes 50.125 in the number 51 AF Corse Ferrari, which is the car's fastest lap so far this evening. Il y a un coucou, on va passer à des Suzukistes avec Dominique Mélian, que je sais dans le secteur, le manager du Suzuki Endurance Racing Team, et Damien Saunier également pour le Junior Team Suzuki. Et c'est quand déjà tu en fais, Damien Saunier, les 8 heures de Suzuka? C'est en juillet, il y a un départ qui est prévu mi-juillet pour une course fin juillet. Et puis s'en suivra la finale, effectivement à Suzuka, et le début de saison après au Bol d'Or. Voilà, et en fait avec les 24 heures du Mans, maintenant on prend à peu près le même schéma. La course de juin, finale du championnat du monde comme les Suzuka, parce que la plus grande majorité des motos du IWC, à ne pas confondre avec le WEC, sont des japonaises, bien entendu les Honda, les Yamaha, les Suzuki, les Kawasaki. Et effectivement, c'est le circuit de Suzuka qui accueille cette finale. C'est comme pour le Mans, la mecque de l'endurance, en tout cas le pinacle de l'année. Et donc voilà, les deux championnats, le IWC et le WEC, fonctionnent maintenant de la même façon. Et j'ai envie de dire, ça nous va bien. Voilà. Et le Bol d'Or donc en septembre au Castellet pour l'ouverture du prochain championnat du monde d'endurance moto. L'étape suivante sera en avril avec les 24 heures moto. Attention, attention. Jean-Éric Vergne qui avait tout à l'heure relayé au volant de l'Orius numéro 26. Roman Russinov attaque avant Indianapolis
mais sans réussir à le dépasser. Les deux voitures passent ce virage à gauche relevé. Attaque donc André Negrao avec l'Alpine. Jean-Éric Vergne, champion de Formule 1 et grand champion tout court. Va tenter de profiter du phénomène d'aspiration avant d'arriver dans le virage Porsche. Ce ne sera peut-être pas facile là. Il a un petit peu d'avance, André Negrao. Zak Brown juste avant l'image. Allez, à quand une McLaren Hypercar. Kazuki Nakajima va dans un instant revenir au contact de l'Orus de Jean-Éric Vergne et évidemment de l'Alpine pilotée par André Negrao. Opintung pilote l'Oreca numéro 38. L'écran vous montre en effet que le troisième des LMP2 est à 50 secondes de l'Alpine Signatec Alpine Matmut du leader. Alors que Thomas Laurent, dans le tour qu'il est en train d'accomplir, avait bouclé un premier secteur, c'est-à-dire la zone qui va de la ligne de chronométrage au virage de terre rouge en 31 secondes 625. Et il est à noter que ce temps de parcours était plus vite que celui de Mike Conway quand il était au volant de la Toyota numéro 7 dans son fameux 4e tour. Allons-y Thomas Bastin depuis les stands. Oui, Bruno Vlosic avec Zak Brown à nos côtés, le patron de United Autosport notamment. Zak, we are seeing a wonderful battle in the LMP2 classification. You are currently P6 with your first car. The first Ligier as well. Is it possible to go on the podium? Well, there's still a long way to go, but you know, I think being P6, P8, podium's possible. I don't think on outright pace we have a podium car, but long way to go and many things can happen around here. So let's see. We know that you are a big fan of Le Mans, of course. We know also your role at McLaren. And after the revelation of the new regulation yesterday, I think all the fans here in Le Mans would like to ask you, when will we see a McLaren in the hypercar classification? Is that possible? Well, it's definitely possible. It's something that we're reviewing. We definitely love Le Mans and the World Endurance Championship. So if it's something that we can put together that makes sense, then hopefully we'll be here. It certainly wouldn't be for 2020. That's too quick for us to get ready, but hopefully not long after that. The idea to have hypercar, car we're looking like a road car. Is it something that you feel appealing for a manufacturer as well? Yeah, very much. I think the rules as they've laid out are good and are definitely appealing to us. We have a great automotive business, and to race what we sell and the cars that people can drive to Le Mans, I think that would be outstanding. And we had success last time we were here, so I'm hopeful that we'll be back. We are hopeful as well. Thank you very much, Zak Brown. Voilà, Zak Brown qui nous disait tout d'abord à propos d'United Autosport. Bah oui, on est dans la bagarre, effectivement. On est 6e pour l'instant. Là, la lutte va durer. Et puis, on parlait de McLaren. Impossible, évidemment, de ne pas parler d'un éventuel retour de McLaren après l'annonce de la réglementation hier avec les hypercars. Il dit clairement, c'est quelque chose que l'on regarde, qui nous intéresse. Vous savez, nous aimons Le Mans. Il y a un sens à voir des voitures qui ressemblent aux voitures de route rouler sur le circuit et viser la victoire aux 24 heures du Mans. Donc, c'est quelque chose que l'on suit de près. Nous ne serons pas là en 2021, disait-il. C'est 2020, 2020, pardon. Effectivement, c'est... Non, mais 2021. Non, il a dit 2020, c'est trop tôt. Oui, 2020, mais la saison 2020-2021. Oui, par contre, oui. J'imagine, en tout cas Bruno, que c'est ce dont il voulait parler. Après, oui, effectivement. Vous préparez déjà une voiture, au moins pour une participation. Voilà. Oui, ou alors la première année, effectivement. Je pense qu'il veut dire pas la première année, c'est trop tôt. Mais c'est vrai qu'il a dit 2020. Alors pourquoi pas une première course de McLaren, quoi qu'il en soit. L'intérêt est bel et bien là. Hein, c'est ce que l'on avait eu l'occasion de lire dans la presse aussi. Bon, imaginons, pourquoi pas McLaren qui arrive. Ferrari et Porsche ne peuvent pas rester insensibles non plus. Aston Martin a confirmé, Toyota sera là et on peut rêver de bagarres homériques et épiques aussi pour
pour la victoire sur ces 24 heures du Mans. Pourquoi pas dans 2 ou 3 ans, hein, ça va être passionnant, Bruno. Alors en fait, c'est vrai Thomas que finalement le prochain championnat sera le championnat 2019-2020. 2020 c'est trop tôt, mais effectivement en 2021 pour attaquer le championnat suivant, pourquoi pas. Ce que l'on peut dire Thomas Bastin, c'est qu'il y a un changement de leader désormais dans la catégorie LMP2. Jean-Éric Vergne a eu raison de André Negrao. Et voilà que l'écurie G-Drive récupère non seulement la 7e place du classement général, mais aussi et surtout la place de leader des LMP2. So we just had a change of leader in LMP2 as Jean-Éric Vergne forced his way past André Negrao. Jean-Éric Vergne in the Auris and André Negrao in the Signatec Alpine Matmut Cup. Il est tout de suite 22h. Nous allons revenir sur le classement complet de ces 24 heures du Mans. Alors peut-être vous nous en faites une petite synthèse hyper brève, Cyprien Châtelain, je reprends dans la foulée. Nur mitzuteilen, dass wir in der LMP2 wieder einen Führungswechsel hatten. Jean-Éric Vergne im G-Drive Racing mit der Startnummer 26 übernimmt damit der 7. Platz im Gesamtklassement und der 1. Platz in der LMP2 vor André Negrao im Signatec Alpine Matmut mit der Startnummer 36. Achten Sie bitte auf diese Fahrzeuge relativ einfach zu erkennen. Sie sind innerhalb von 1,5 Sekunden zusammen und die Punkten seitlich an den Autos sagen auch an welchem Platz in der Klassementposition sie sind. 1 Punkt erster, 2 Punkt zweiter, 3 Punkte 3, kein Punkt, nicht in den 3 ersten der Kategorie.